Depuis quelques jours dans Val d'Isère, vous pouvez voir une dizaine d'œuvres qui sont installées un petit peu partout dans le village. Elles sont l'œuvre de l'artiste Yannick Monget qui est notre invité aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. Bonjour. Bonjour. Alors Yannick Monget, vous êtes, comme je vous ai présenté, artiste, mais vous avez un parcours plutôt de scientifique, je crois, à la base. Je suis scientifique à la base, j'ai fait des études en paléontologie et mon premier travail, ça a été justement de travailler sur les crises biologiques passées. Et c'est ce travail-là qui m'a sensibilisé à la crise actuelle qu'on vit maintenant. J'y ai vu certains liens, certaines corrélations. Et dans les années 2000, c'est vrai que ça m'a fait, pour ceux qui connaissent le film Don't Look Up, je le cite un des meilleurs exemples parce que la réaction de Leonardo DiCaprio qui joue ce scientifique qui est éberlué par la mauvaise nouvelle, c'est exactement celle que j'ai ressentie, que beaucoup de scientifiques ont ressentie il y a des années de ça. Et devant l'ampleur de la catastrophe que je voyais arriver, j'ai décidé effectivement de me concentrer sur la thématique environnementale, d'autant plus que moi je viens de Metz, en Lorraine, et qu'à Metz, on a la chance d'avoir l'Institut européen d'écologie, avec le célèbre botaniste Jean-Marie Pell qui l'avait fondé à l'époque. Et donc, on a commencé à travailler ensemble là-dessus. Et c'est parti de là. Donc, scientifique à la base, mais très rapidement, j'ai vu que l'art pouvait être un excellent moyen pour mieux faire passer l'information et essayer de sensibiliser. Parce qu'au début, il y a à peine 20 ans de ça encore, quand on parlait de réchauffement climatique, de sixième extinction, tout ça, on nous riait vraiment au nez. Et on avait beau venir avec des données, etc. Personne ne nous écoutait, personne ne nous croyait. Aujourd'hui, c'est une évidence, mais surtout chez vous, ici à Val d'Isère, vous le voyez encore plus. Mais il y a 20 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et il fallait trouver un moyen pour faire transiter l'information. Et l'art a été un des meilleurs moyens. J'ai commencé par le roman, je suis aussi romancier. Et après, très rapidement, j'ai utilisé la force de l'image. J'ai fait presque toute ma petite carrière littéraire aux éditions de La Martinière. Et inspiré par le travail de Yann Arthus Bertrand il y a 20 ans, qui m'a inspiré sur le poids de la photo. Oui, parce que c'était déjà un lanceur d'alerte, lui aussi, quelque part. Oui, je ne suis pas le premier. Il y en a qui le faisaient bien avant moi. Il y a eu plein d'autres sommets avant même que je naisse. Donc, moi, je dis 20 ans, mais il y en a qui l'alertaient déjà. On le voit beaucoup sur Internet, des vidéos qui repassent de Daoun Tazieff avec le commandant Cousteau, par exemple. Ou je pense au père de mon ami Bertrand Piccard, qui, depuis longtemps, sensibilisé à ces thématiques environnementales. Et on peut même remonter encore plus dans le passé, où la dichotomie, enfin la distance que prenait l'homme avec la nature posait des problèmes. Très tôt, on voyait que ça allait mal se terminer si on continuait comme ça. Donc je suis loin d'être le premier. Mais c'est vrai que bon, ça fait 20 ans qu'on alerte. Aujourd'hui, on est nombreux à quand même avoir l'avoir mauvaise, comme on dit, parce que, pour rebondir sur le discours du président qui disait qui aurait pu prédire l'urgence. Mais écoutez, ça fait des décennies qu'on essaie d'alerter. Le GIEC, par exemple. Et le GIEC, mes amis du GIEC sont dépités. Ils font un travail formidable. Le GIEC est une instance qui ne peut être critiquée. Ce sont des milliers de scientifiques dans le monde entier. Tout ce qu'il y a de plus sérieux, je peux vous dire qu'ils font un travail vraiment magnifique. Ils doivent être écoutés. Ils n'ont pas été suffisamment. Il serait temps qu'on les écoute. Et justement, avec votre exposition qui s'appelle Hopes, donc Espoir, vous présentez quand même une vision assez positive, où notre espèce a réussi quand même à s'adapter au changement climatique. Moi, j'essaye d'aborder tous les scénarios possibles. Donc, je suis autant... j'annonce effectivement les mauvaises nouvelles comme les bonnes nouvelles. Il n'y a pas de parti pris là-dedans. Mon travail, c'est de rendre des comptes et d'utiliser l'art, encore une fois, pour relater des faits. Donc, à la fois les problèmes, les mauvaises nouvelles, et il y en a. Mais effectivement, moi, je suis d'un tempérament plutôt optimiste et combatif, et je refuse de m'enfermer dans l'aspect négatif des choses. Ça ne sert à rien. Je veux dire, la situation il y a tellement qui est en jeu. L'humanité ne prend pas conscience que là, on est le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité et un des plus grands tournants de l'histoire de la vie sur Terre. On vit une époque dans les 3,7 milliards d'années d'évolution de la Terre qui n'a pas connu vraiment beaucoup de précédents. C'est la première fois qu'une espèce elle-même, de manière artificielle, modifie à ce point l'environnement. Les on l'appelle l'Anthropocène. Oui, voilà, c'est vrai que c'est comparable à vraiment, il y a une brisure dans l'évolution du vivant, avec une chute de la biodiversité au niveau mondial. Ça correspond, il y a des chiffres qui rappellent ceux des très grandes crises biologiques. D'autres espèces ont eu des influences sur l'environnement. Au tout début, les algues bleues, par exemple, qui ont amené l'oxygène, finalement, qui est une bonne nouvelle pour nous. Mais je veux dire, il y a eu des espèces comme ça qui ont une grosse influence. Mais là, c'est la première fois, effectivement, qu'une espèce dotée d'intelligence supérieure va, de manière artificielle, changer tout ça.
Et le faire rapidement, parce qu'avant ça se faisait sur des millions d'années, là ça se fait en décennies. Oui, c'est quelque chose que, en tant que paléontologue, qu'on essaye de faire passer et qu'on a du mal à faire appréhender du public. Pour un être humain, notre rapport au temps, il est très différent. Quand vous êtes un petit enfant, vous voyez un adulte qui a déjà 40 ans, vous dites oh, c'est un vieillard, on ne se rend pas compte, on se dit c'est des décennies. Est-ce qu'il vivait à l'époque des dinosaures? Voilà, c'est ça. On a un rapport au temps, mais forcément, parce que un petit qui est né depuis 1 ou 2 ans, pour lui, ou même 6 ans, qu'est-ce que c'est? Ça n'a pas de sens, ces échelles. Puis plus on grandit, on voit qu'on a un rapport au temps qui est différent. Et on se dit, oh, que le temps passe vite. On a déjà 40 ans, on a déjà 80 ans. Il dit, mais comment le temps est passé? Notre rapport au temps, il évolue. Ceci étant, on se réfère à l'échelle de notre vie qui est 100 ans, en gros, on va dire en moyenne. Et pour nous, c'est l'échelle de référence. Et au-delà, c'est vraiment un futur trop lointain qu'on ne touchera jamais du doigt, enfin très peu. Par le passé, même chose, c'est l'époque du noir et blanc, c'est l'époque de... Et donc notre rapport au temps est lié à notre espérance de vie. Et c'est vrai qu'on a, pour nous, quand on parle réchauffement climatique, on vous dit ça va prendre des décennies, voire des siècles. Pour un être humain normalement constitué, il va se dire je verrai même pas ça, c'est mes enfants, etc. Pour un paléontologue, comme je suis, on est habitué, nous, à travailler sur des échelles de temps qui sont des millions d'années, au mieux des centaines de milliers d'années. Quand on fait de la datation, c'est à cette échelle-là. Donc quand on parle d'une crise qui fait quelques dizaines d'années ou centaines d'années, si vous prenez une chronologie, c'est un point dans la chronologie, c'est rien du tout. Et c'est ce qui est d'ailleurs la problématique de la chute de la biodiversité, c'est-à-dire que l'évolution de l'écosystème est tellement rapide que l'évolution du vivant ne peut pas s'adapter. Les espèces n'ont pas le temps de s'adapter. Et c'est pour ça que vous avez une chute de la biodiversité, parce que les espèces, alors l'espèce emblématique de l'ours blanc, par exemple, ce sont des espèces qui ne sont plus habituées, le panda, on pourra en citer plein, à l'évolution de leur écosystème. Même chose pour les végétaux d'ailleurs, ce qui fait que vous avez dans vos régions une migration des végétaux vers le nord. Oui, donc on a plutôt en ce moment une hausse de la biodiversité, mais ce n'est que très temporaire. Voilà, vous avez une évolution, vous avez les feuillus qui vont remonter, vous avez ces fameuses prairies qui vont peut-être disparaître, vous avez vraiment une évolution dans les terrains qui sont un peu plus bas que les vôtres, parce que vous êtes à 1850, c'est ça à peu près. Si vous allez dans les Vosges, c'est une catastrophe, je peux vous le dire, vous avez les pins, même ou en Allemagne, moi je suis dans l'est de la France, je vois en Allemagne, vous avez des paysages lunaires entre l'évolution du climat, donc les maladies, la scolite, la sécheresse. Vous avez des forêts entières qui sont totalement rasées pour essayer de limiter le développement de ces maladies et de la disparition de ces arbres. Mais c'est à pleurer, c'est à pleurer. Vous n'en êtes pas là à vos altitudes, à vos niveaux, vous êtes encore un peu préservés, mais il y a des régions du monde qui sont totalement chamboulées, ça n'a déjà plus du tout, c'est plus toute la science-fiction, c'est déjà là. Alors, maintenant, la question pour moi, maître, c'est il y a tellement qui est en jeu, donc ça c'est constant, que il faut comprendre qu'on ne peut pas se permettre l'échec face à ce qui est en jeu. On ne peut même pas envisager d'échouer. Échouer, ça veut dire quoi? Échouer, ça veut dire l'effondrement de tout, de la diversité, voire la disparition de l'être humain. On peut pas. Il y a un enjeu qui est énorme et qui doit donner sens à nos vies d'ailleurs. C'est quelque part, c'est palpitant, c'est de se dire, on vit une période charnière, il faut se battre, donner un sens pour essayer d'être le petit pion dans ce grand jeu, mais essayer d'influer à notre niveau, de prendre ses responsabilités à titre personnel, qu'on soit simple citoyen, chef d'entreprise, élu, voilà. Il faut qu'on change les choses. Donc, se concentrer maintenant sur ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire s'adapter dans la mesure du possible à l'environnement. Ce n'est pas toujours possible, ne cachons pas les choses. Quand vous avez des zones de la Terre où il va faire 60 degrés, le vivant, vous ne pouvez plus y vivre. Ceci étant, il y a encore la plupart de la Terre est encore vivable et on peut encore faire des choses. On peut limiter encore l'impact. Ça, c'est très important à comprendre. Là aussi, le grand public ne comprend pas des fois pourquoi on joue sur le 1,5, le 2 degrés. Mais il faut prendre l'image d'un petit nourrisson, par exemple. La différence de température entre 38, 39 ou 40. C'est pas grand-chose. Et pourtant, à 1 degré de différence, le petit va mourir. Et c'est pour vous expliquer, c'est pour prendre une image vraiment, pour que vous vous rendiez compte de l'importance de ce degré de différence. Même chose en tant que paléontologue. Pour vous, ça ne vous paraît rien à 1, 2 degrés. Quand moi, je parle de la dernière glaciation, je parle de 5 degrés en moins. Et je vois l'énorme différence de l'écosystème, à niveau des mers de 120 mètres de différence avec le nôtre actuellement. Vous ayez sur un autre continent en marchant parce que tout était gelé. Ça n'a rien à voir, c'est un environnement totalement différent, 5 degrés. 5 degrés, on n'imagine pas. Vous avez des estimations aujourd'hui qui vont jusqu'à 7 degrés. Et 7 degrés, le monde actuel ne ressemble plus du tout à ce qui est actuel.
Donc c'est vrai qu'on a estimé qu'il y a des limites à essayer vraiment de contenir, d'où ces 1,5 idéalement degrés. Parlez-nous des œuvres un petit peu qui sont installées dans Val d'Isère. Donc, vous représentez des paysages imaginés dans le futur, dans des décennies, dans peut-être 1 ou 2 siècles. Et ça ne sort pas uniquement de votre tête, hein. C'est daté, c'est précisé, vous avez utilisé des données scientifiques pour essayer de représenter quelque chose de plausible, hein. Ce n'est pas de la pure science-fiction. Alors là, il faut bien comprendre que pour moi, dans mon travail, l'art est au service de la science. C'est à la différence, par exemple, du monde du cinéma qui peut se permettre des extrapolations, du catastrophisme, etc. Il y a encore dans une certaine limite, parce que je pense que le cinéma a des responsabilités qu'il doit prendre. Il faudrait d'ailleurs qu'on engendre des réunions avec certains cinéastes, etc., pour les impliquer d'autant plus. Ils ont une responsabilité pour ne pas jouer trop sur l'exagération, parce que la catastrophe est déjà suffisamment catastrophique, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et je pense qu'on a une responsabilité, même mes amis auteurs, romanciers, dans la véracité de ce qu'on va propager, même si ce sont des fictions, dans les données qu'on va donner, par définition, on a une responsabilité, il faut faire quelque chose d'exact. Moi, mon travail est basé sur le GIEC, parce que pour moi, c'est la source la meilleure qui soit. Donc, je base mon travail sur... Alors, il n'y a pas que le GIEC. Hein. Moi, en tant que prospectiviste, j'ai une vision transversale de la société. Je ne suis pas expert dans un domaine particulier, on va dire. Dans tous les domaines. Voilà, moi j'essaie d'avoir une vision globale, même si j'ai peut-être un peu plus de spécialité dans la paléontologie, dans des choses comme ça, et encore dans la paléontologie, dans les domaines dans lesquels j'ai travaillé, les époques sur lesquelles j'ai travaillé. Donc voilà, il ne faut pas non plus... Donc je me sers des travaux qui sont déjà faits, très bien faits, et une fois que j'ai réalisé ce travail, j'appelle des amis, par exemple Jouzel, qui est un ami qui était vice-président du GIEC, Michel Jarraud, qui est l'ancien directeur de l'Organisation météorologique mondiale, secrétaire général, pardon, des scientifiques, ça peut être des paléontologues, des climatologues, des glaciologues, ça peut être des éthologues aussi, ça peut être des ethnologues. J'ai beaucoup aussi je pense à tous mes amis aussi, des représentants des peuples autochtones qui ont participé. Donc, à la fois cette base de ce travail scientifique et ensuite cette relecture par des personnes qui maîtrisent vraiment les sujets me permet d'essayer d'avoir vraiment un travail qui est vraiment avec des bases solides. Donc les images que vous voyez dans Val d'Isère, à la base, il y a des vraies données. Et on ne fait pas ça totalement gratuitement. Il y a beaucoup de choses aussi qui sont des fois cachées dans les images. Au-delà de ça, vous verrez que sur les images, vous avez aussi des petits textes qui sont rajoutés. Important pour comprendre les images. Alors, vous avez la partie légende, mais vous avez aussi des témoignages. Ça, c'est très important. Oups, en fait, c'est une véritable aventure humaine. C'était pas prévu que ça se passe comme ça d'ailleurs au début, hein, le livre. Je ne pensais pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Mais c'est vrai que j'ai été rejoint par une cinquantaine de personnalités du monde entier, très divers, qui partagent avec moi ce combat sur la problématique environnementale et aussi la promotion de la paix. Alors, ce sont des astronautes, des explorateurs, des scientifiques, des chefs d'État, des représentants autochtones, des philosophes, quelques artistes, Jacques Perrin, je pense à des gens comme ça qui ont tous travaillé et qui ont accepté au travers du livre, et on l'a fait aussi dans l'exposition, vous avez quelques œuvres comme ça, où vous avez un témoignage. Et cette personnalité se livre et va livrer sa vision de l'avenir. Quelles sont ses craintes, son message d'alerte qu'il veut faire passer, et aussi son message d'espoir. Donc vous retrouverez des textes comme Jane Goodall, par exemple, qui a fait un très beau texte que vous aurez sur une des images. Vous avez une autre image, vous avez Shirin Ebadi, prix Nobel de la paix iranienne. On parle beaucoup d'Iran en ce moment. Plusieurs amis iraniens, dont Shirin, qui est présente à Val d'Isère pendant les Napoléons, pendant ces quelques jours-là. Donc on était très heureux de la recevoir encore hier soir, qui a fait un magnifique texte que j'ai mis sur un des panneaux. Donc je vous invite à vous poser, non seulement vous perdre un peu dans l'image, parce que vous y verrez plein de détails, et puis lire les textes pour comprendre le pourquoi du comment, et aussi ces témoignages-là de toutes ces personnalités que je voulais mettre en avant, et qui sont tout autant des personnes très très engagées dans différents projets. Voilà. L'image qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est celle que vous avez créée spécialement pour Val d'Isère, qui représente notre village. Alors, important, quand le texte est arrivé, ce qu'il est arrivé quelques jours après l'œuvre, on a compris que c'était une représentation de Val d'Isère en hiver, donc avec pas un seul flocon dans nos montagnes, une vue finalement qu'on a plus l'habitude de voir en été, plus de remontées mécaniques, des panneaux solaires installés sur tout le village, et également des espèces d'énormes structures. Expliquez-nous un petit peu cette image. Alors, sur la problématique de l'enneigement, pour l'instant, votre commune ne va pas être immédiatement touchée, impactée. Elle va même peut-être potentiellement, pendant une période, bénéficier d'un retour peut-être du tourisme de basse altitude, parce qu'en dessous de 1600 mètres, il ne faut pas rêver, hein, les stations sont condamnées à court terme. Hein, vous n'aurez plus d'enneigement
ou très tardivement. Enfin, on ne pourra plus compter là-dessus pour le tourisme. Ceci étant, ça ne va pas s'arrêter là. Ça va effectivement continuer à monter. Vous avez tous les glaciers du monde entier qui sont en train de fondre, avec une très grosse peur pour certains glaciers. Je pense à l'Himalaya. Parce que dans un premier temps, actuellement, quand ça fond, vous avez une alimentation, par exemple, de grands fleuves, l'Indus, le Gange, tout ça, grâce à la fonte des glaces. Mais quand il n'y aura plus de glace et que ces fleuves ne seront plus alimentés, vous aurez d'autres problèmes. Cette fonte des glaces présente plein de soucis. Au-delà de l'aspect touristique, il y a des aspects aussi sécuritaires parce que vous avez le permafrost qui se réchauffe. On parle beaucoup du permafrost, nous, effectivement, dans les zones plutôt sibériennes, canadiennes, parce que le permafrost, entre les mailles cristallines du permafrost, vous avez du méthane qui est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2, mais qui a une durée de vie dans l'atmosphère qui est plus courte, mais qui est très dangereux. Et c'est pour ça qu'on en parle souvent. Et on oublie trop souvent que le permafrost existe aussi dans les montagnes. Et c'est ce qui fait que tous ces reliefs qu'on voit autour de nous sont maintenus, en fait, grâce à ce permafrost. Donc en gelant, en fait, il y a une déstructuration en fait, des blocs. Et si vous regardez bien l'image que j'ai faite, vous verrez que j'ai planté beaucoup plus d'arbres qui actuellement ne poussent pas. Parce qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré notamment que planter des arbres, c'est une sécurité. D'une part parce qu'avec les racines, vous réapportez un maintien à la masse. Et ça évite l'érosion des sols. Déjà, ça évite l'érosion du sol. Et ça peut aussi vous protéger des chutes éventuellement de haute altitude. C'est-à-dire si vous avez une forêt en dessous, avant que ça tape les bâtiments, si vous avez une forêt, c'est une zone tampon finalement qui vous protège. Donc c'est pour ça aussi que j'ai représenté ça. C'est pas seulement l'aspect plus vert, vous verrez, observez un peu les végétaux qu'il y a dessus, vous verrez quelques feuillus, vous verrez quelques espèces qui ne sont pas encore trop dans votre zone, qui sont plus au sud, en basse altitude, et que vous verrez dans l'image avec des plantes à fleurs, etc. Ceci étant, effectivement, j'ai pris le parti pris de faire une image qui est plutôt positive et jolie. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la fin de la neige ne sera pas la mort de Val d'Isère. Ne sera pas la mort des... Le paysage montagnard restera un paysage merveilleux, magnifique. Les effets, je veux dire, quand vous êtes en été à Val d'Isère, c'est pas moche. Ah non, non. Il faut pas non plus. C'est sûr que l'enneigement, ça relève quelque chose. C'est une ambiance très particulière, surtout le soir, quand il y a des choses, il y a une ambiance. Je dis pas le contraire. Mais ne voyez pas ça. Le changement d'une ère, l'arrivée d'une crise, c'est aussi le début d'une nouvelle ère. Ne focalisez pas que sur l'aspect négatif. Voyez l'opportunité. Vous dites plus de remontée mécanique. C'est pas forcément obligé. On peut très bien. En tout cas, sur l'image, on n'en voit plus. Alors, j'en ai pas mis là. Il pourrait y en avoir ailleurs. J'en ai pas mis parce que j'ai fait le choix de replanter juste au-dessus de Val d'Isère pour protéger Val d'Isère, en fait, éventuellement de l'érosion. Voilà. Mais on peut imaginer que dans des zones où il n'y aurait pas Val d'Isère, plus en décalage, on en est quand même. Et on peut imaginer d'autres types de sports sur les pentes que le ski sur neige. Il y a du ski sur herbe, il y a plein d'activités qui voient le jour. Franchement, regardez un peu dans le domaine sportif, tous les nouveaux sports qui apparaissent, même ne serait-ce qu'aux Jeux Olympiques. Vous verrez, il y a régulièrement des nouveaux sports qui arrivent. Il y a plein de nouvelles choses qui peuvent être faites dans un cadre qui est tout aussi magnifique, qui sera effectivement beaucoup plus vert. Sur l'évolution, alors il y a effectivement des bâtiments. J'ai fait le choix de garder quand même l'essentiel du vieux village de Val d'Isère parce que je trouve qu'il y a une architecture qui est vraiment belle et j'espère que le village en tant que tel va rester sans être trop défiguré. Il y a effectivement quelques constructions que j'ai voulu un peu plus verticales qui sont un mélange de biomimétisme dans lequel j'ai ramené le bois. Le bois, dans votre histoire, en fait, à Val d'Isère, c'était avant, dans le passé, vous aviez des chalets essentiellement en pierre. Oui, le bois, on l'utilisait pour se chauffer. Exactement, et vous n'aviez pas de bois. Ceci étant, le bois, je pense, j'en ai parlé avec des amis, notamment dans les forêts des Vosges, va faire son retour dans le bâtiment, y compris même en ville, dans les très grandes villes, dans les immeubles. On a l'image du bois comme un matériau qui est fragile, qui est dangereux, qui brûle facilement, etc. En fait, non, c'est un très beau matériau qui est écologique. Et je pense que le bois va revenir dans les substances naturelles qui vont être utilisées. C'est pour ça aussi que je voulais illustrer un peu ça. Donc, vous voyez le village de Val d'Isère, vous voyez effectivement des constructions qui sont un peu futuristes, parce que quand vous regardez les villages même actuels, n'importe où, vous avez effectivement dans beaucoup... moi, je viens d'un village où l'essentiel du village moyenâgeux a été conservé, mais effectivement, de ci, de là, il y a une évolution normale de la société qui font que vous aurez des nouvelles constructions, une nouvelle mode, des nouveaux types de constructions. Aujourd'hui, c'est un peu les toits plats, les cubes et tout. Bon, j'espère que c'est une mode qui va vite passer, on va essayer. Mais là, j'étais plus sur des constructions qui étaient plus biomimétiques, avec des courbes, des formes, un peu inspirées de ce que fait mon ami architecte Jacques Rougerie.
Et je voulais un peu illustrer ça. Ce n'est pas forcément ce qui va arriver, mais c'est plus dans l'idée de ce qui pourrait arriver. Il y aura certainement un mélange. Il y a aussi un choix qui a aussi un parti pris personnellement, c'est le fait de ne pas voir des communes comme Val d'Isère s'étendre de trop pour l'artificialisation des sols, qui est un vrai problème. Donc à partir d'un moment où vous avez, si vous avez un nombre de personnes qui augmente sur un lieu même, et qu'on ne peut pas s'étendre, ben, il n'y a qu'un choix. Hein. Soit vous allez en hauteur, soit vous creusez dans le sol. Je vous conseille de creuser dans le sol, c'est pas surtout top, ici. voilà. Mais donc voilà, après, ça c'est un problème purement mathématique. Il y aura des choix à faire à un moment ou à un autre. Je ne sais pas ce qui se fera. Je ne sais pas ce qu'on pourrait faire pour préserver. Moi, j'espère que le plus longtemps possible, votre architecture sera préservée, voire peut-être classée pour pouvoir la préserver. Que le clocher qu'on voit là juste en face, tout ça sont des bâtiments évidemment qui vont être préservés. Quoi d'autre dans l'image, vous verrez qu'il y a différents types d'énergie qui ont été développés. Avec les éoliennes notamment. Alors j'ai essayé de faire un mix, d'illustrer ce qu'on appelle le mix énergétique, parce que vous n'avez pas une solution qui est parfaite. Donc il y a effectivement des éoliennes, vous voyez les toits solaires, beaucoup. Vous voyez les retenues d'eau, on peut imaginer que les barrages fonctionnent encore, mais encore une fois, quand vous aurez moins de neige, moins d'engagement, il faudra faire je pense que vous serez obligé de faire des réserves d'eau en plus grande altitude, de grande taille. Donc, donc j'ai voulu illustrer justement ce mix. Donc c'est surtout aussi, encore une fois, je ne dis pas que les éoliennes sont exactement là ou quoi que ce soit, c'est pour l'image, pour illustrer cette nécessité. Il n'y a pas une solution qui existe, il y en a plein en fait. C'est ça aussi qui est rassurant d'ailleurs par rapport à la problématique. Vous avez plein de solutions. Je vous invite à aller voir ce que fait mon ami Bertrand Picard avec sa fondation, qui a mis en avant plus d'1 millier d'entreprises dans le monde entier qui ont des technologies, qui ont développé des solutions qui sont à la fois technologiquement fiable, mais économiquement viable. On peut faire rimer écologie et économie, totalement. Ça, il faut bien le comprendre. Donc, adaptons-nous intelligemment à l'environnement nouveau qui est en train de voir le jour, faisons le plus rapidement possible, gardons espoir, c'est vraiment le message. Surtout, je sais qu'on vit dans un monde qui est très sombre, et il va y avoir d'autres catastrophes. Et notamment dans la représentation qu'on peut avoir du futur. Quand on parle science-fiction dans les œuvres littéraires, on a souvent un futur dépeint, c'est ça, dystopique, représenté de manière très sombre, le steampunk, le cyberpunk, ce genre de choses. La manière dont vous représentez le futur, ça nous permet aussi d'imaginer un futur enviable, qu'on aurait envie de voir, donc ça nous donne envie aussi de travailler pour ce futur. Alors c'est ce que j'essaie de faire. Alors je l'ai fait aussi, ce côté dystopique. Mon dernier roman était un roman dystopique sur la thématique du nucléaire, qui est une thématique qui nous touche de plein fouet en ce moment. Ceci étant, effectivement, moi j'ai fait le choix de ne pas m'enfermer là-dedans. Donc même dans Hobbes, il y a des scénarios qui sont négatifs, mais ils doivent générer chez nous une peur constructive. Avoir peur de réchauffement climatique, c'est une bonne chose. La peur n'est pas mauvaise en soi. La peur, c'est la peur de l'avalanche qui va vous faire éviter d'aller faire du ski quand vous voyez que la météo n'est pas du tout bonne. C'est la peur d'avoir l'accident de voiture qui va vous faire éviter de prendre le volant si vous avez bu 2-3 verres. Donc la peur n'est pas une mauvaise chose. La manière après d'utiliser cette peur, c'est là où se fait la différence. Utilisez-la pour changer comme d'un moteur de changement. Mais voilà, il faut être très prudent avec cette peur-là. Certains en abusent, même dans les mouvements politiques, la peur de l'autre, Pour moi, c'est extrêmement dangereux. Aujourd'hui, on a plus que besoin d'ailleurs d'être tous ensemble, d'être unis, parce que c'est des problématiques qui nous touchent absolument tous, de manière différente. Les problématiques que vous avez avec l'Isère, ce ne sont pas les problématiques que moi j'ai à Metz, ce ne sont pas les problématiques que des amis ont sur certaines îles ou des amis dans les déserts, mais on est tous dans le même navire. Comme dirait mon ami Jean-François Clairvoy, qui est astronaute, on s'en rend pas compte, mais dans un vaisseau spatial, on est tous ensemble. Justement, on s'en rend compte quand on est hors du vaisseau spatial, quand on est dans l'espace. Oui, ça s'appelle l'overview effect. Vous avez beaucoup d'amis astronautes qui ont été marqués par cette déconnexion avec la Terre. On se rend compte que c'est vraiment un oasis de vie. Vous avez l'acteur William Shatner qui jouait dans Star Trek. Ça a été très bien illustré, ça a été filmé ce moment-là. Et on voit que quand il revient sur Terre, il est choqué. Il n'est pas hébété, il ne rigole pas comme le patron d'Amazon et tout. Et si vous observez cette séquence, elle est très forte. Et vous voyez qu'il est totalement déprimé. Il est totalement marqué parce qu'il a vu la Terre dans l'océan de vide et de noir. C'est pour ça aussi que, avec beaucoup d'astronautes, je me bats contre l'idée de croire qu'un jour, il y a une solution sur une autre planète. Oui, l'humanité pourra continuer si elle ne s'autodétruit pas et aller coloniser d'autres mondes. Ceci étant, il
il ne faut pas compter là-dessus. Il faut avant tout sauver le vaisseau spatial dans lequel on est, la Terre, parce qu'on n'arrivera pas à se développer en dehors si on n'a pas sauvé et préservé ce monde-là. C'est extrêmement important. Michel Mayor, prix Nobel de physique, est intervenu dans Hobbes justement sur cette question-là. Il faut absolument préserver cette planète. Ça ne veut pas dire ne pas aller voir les autres, mais absolument préserver celle-ci. Et il faut s'y prendre tout de suite, maintenant. On n'a plus du tout de laps de temps, c'est maintenant. Dernière question que je voulais aborder avec vous. Vous êtes présent cette semaine dans le cadre des Napoléons, mais aussi vous allez présenter votre exposition demain à la Maison de Val, à midi, dans le cadre d'un vernissage. Vernissage qui devait avoir lieu plutôt en décembre, mais ça tombait le jour de la finale de la Coupe du Monde. C'était peut-être pas le meilleur timing. Donc vous faites ce vernissage finalement demain, vendredi. Oui, voilà, c'est ça. On fera une petite projection, je crois, à la bande-annonce à la salle de cinéma. Ensuite, il y aura une visite, effectivement, dans les rues de la ville. Alors, c'est une petite partie de Hobbes. Le livre est je crois qu'il il est en démonstration sur plusieurs lieux je ne sais pas si c'est à l'Office du tourisme ou votre médiathèque. Probablement la médiathèque. Ouais. Ils en ont plusieurs. Si vous voulez aller encore plus loin que les quelques images que vous avez dans la ville. Mais effectivement, on fera une petite visite au moins des œuvres qu'il y a dans le bas de Val, en fait, à ce niveau-là. Et donc, il y a 4-5 œuvres qu'on ira visiter ensemble et que je pourrais à peu près décrire, dont celle qui est juste derrière nous, en face de l'Office du tourisme, sur l'avenir que j'espère très positif de Val d'Isère. Eh bien, merci beaucoup Yannick Monget d'être venu nous parler aujourd'hui sur Radio Val d'Isère. Bon séjour avec les Napoléons et puis on se retrouve demain pour le vernissage. Merci beaucoup.